Merci. Merci beaucoup Nathalie, donc avec cette ouverture sur l'avenir. Je propose que les intervenants de ce matin viennent à la table ici, et donc on a à peu près une vingtaine de minutes pour prendre quelques questions de la salle. Est-ce que Jacques Lénard, si vous voulez bien, Richard Lehmann, voilà. Enfin, pas tout de suite, à vrai dire. Merci. Voilà, donc je vais savoir s'il y avait des questions dans la salle par rapport aux communications de ce matin. Je vois le regard de Zaya qui s'allume. Mais oui, pardon, peut-être Véronique. Voilà, donc Véronique Goudinou qui interviendra cet après-midi. Oui, en fait, c'est une question pour Nathalie, puis je rebondis sur ton intervention. J'ai dû avoir un moment de flou. Tu as parlé d'une typologie en 4 parties, non ? Oui. Et alors moi, j'ai réussi à noter simplement... Mais après, comme on m'a dit qu'il fallait que je me dépêche, du coup, j'ai pas été D'accord. Donc tu as parlé des vues d'accrochage. Des vues de parcours. Des vues de parcours, tu dis. Des événements liés... et les vues d'événements. Oui, d'accord. Ok. Merci. Ça a l'air... ce fond a l'air... Et donc il y a simplement 1000... Enfin, simplement... Ouais, j'ai honte de dire ça. Il y a 1346 vues. On a travaillé que vous avez... sur un corpus de 15 000 images dont on a extrait 1300. Donc c'est effectivement il doit y avoir des perles. Un travail énorme qui serait à poursuivre puisqu'on n'a pas du tout couvert l'ensemble des fonds, sachant qu'en plus il y a tous les fonds des centres d'art en particulier qui évidemment aussi comportent beaucoup de vues d'exposition. Donc voilà, donc c'est vraiment un début de chantier, mais... C'est accessible en ligne ? Non. Il faut vous déplacer. Donc les choses qui ont été numérisées sont accessibles sur place, mais par contre, il n'y a pas eu de mise en ligne pour l'instant. Je voulais vous remercier tous les 4 de ces interventions. J'ai été très intéressée de voir que cette matinée a été consacrée de façon assez exclusive aux années 70 et au début des années 80, en fait, de façon très différente. Je sais que vous ne vous êtes certainement pas... vous n'avez pas échangé sur le contenu, mais j'aimais beaucoup l'idée que la question contextuelle qui a été posée à la fois par Jean-Marc de façon plus générique et reprise par Jacques puis par Richard et presque prouvée par Nathalie à partir des images. Je me demandais si, et c'est une question un peu comme ça sur laquelle on reviendra je pense peut-être aussi plus tard, mais je me demandais si ce qui constitue le moment où les archives ont été créées, donc ce moment sur lequel Jacques revenait aussi, les méthodologies de recherche qui se sont transformées à partir des années 70, ce que Richard tu as souligné aussi sur ce moment en fait avec cette date de 77 très intéressante que tu as un petit peu triturée, et puis sur ce que tu proposes Nathalie aussi sur cette question des vues, parce que même les vues d'exposition pour l'instant c'était plutôt des vues des années 70 ou des années début des années 80. Je me demande s'il y a une méthodologie particulière dans l'appréhension des archives qui serait effectivement inscrite dans cette période, et est-ce que par exemple on peut tirer cette méthodologie jusqu'à une période qui serait la nôtre pour considérer les années 90, parce que je sais qu'il y a aussi des fonds qui arrivent, notamment les galeries, etc. Comment est-ce qu'on peut s'enrichir de cette expérience du travail qui reste à faire sur les archives des années de cette période, sur laquelle vous avez beaucoup insisté, et comment est-ce qu'on tire justement avec les questions de la dénumérisation, enfin Jacques parlait de la façon dont le software et toutes ces questions qui sont caduques au fur et à mesure finalement sur l'archivage, comment est-ce que ce qui se joue dans les années 70 et 80 avec la nécessité de réfléchir à la notion même d'archive peut être tiré jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce qu'on continue ce travail? Parce que moi j'aime beaucoup l'idée effectivement de cette histoire qui s'écrit, mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette méthodologie pour réfléchir à ce qui se joue aujourd'hui, notamment dans la pratique des artistes qui vont s'approprier dans une période post-conceptuelle tout ce qui a trait avec les archives. C'est une question très ouverte, mais je me demandais s'il y avait une possibilité de faire ce lien à partir des années 70.
puisque vous en avez beaucoup parlé. Bon, un élément du lien, c'est que les artistes, comme on l'a vu tardivement avec l'œuvre de Gina Pan, la photo de la planche contact de Gina Pan transformée en œuvre, c'est qu'effectivement, les artistes eux-mêmes qui ont produit dans les années 70 des choses assez incertaines, se sont mis à formaliser ça de façon beaucoup plus systématique dans les années 80 ou 90. Et les générations d'artistes qui ont suivi ont intégré ça, mais je dirais en faisant des méta-usages de la documentation ou des archives. Et en intégrant ça dans la spéculation propre à leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont transformé en outils opératoires ce qui était des traces d'action, de réalisation éphémère, etc. Ils ont vraiment transformé la possibilité de manipuler ces matériaux en outils opératoires. Je crois que c'est ce qui est frappant aujourd'hui, avec le fait que cette sorte de mise en abîme permet des dimensions nouvelles qui n'étaient pas possibles au départ. Je me demande si, dans la question d'Herman, il n'y a pas une question d'historicité. Est-ce qu'il y a une historicité close, c'est-à-dire est-ce que des années 70 aux années 90, disons, il y a ce moment où un nouvel objet entre dans une nouvelle épistémologie, produit de nouvelles manières de faire de l'art, etc. Et est-ce qu'il y a une nouvelle frontière qui apparaît à un certain moment et qui poserait le commencement d'autre chose? Là, je pense que oui. Je pense que oui. Je ne peux pas répondre en documentant, je dirais, en détail comment cette nouvelle période se caractérise. En plus, on est en plein dedans, c'est plus facile, et c'est pas peut-être un hasard qu'on ait tous parlé des années 70-80, parce qu'on commence à les regarder avec la distance de celui qui est sorti. Et le fait même qu'on la voit bien est la preuve qu'on est sorti de la période et qu'elle devient d'une certaine façon un objet, un truc qui est posé comme ça. Un petit rajout par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'on est passé de l'analogique au numérique. Hein, et ça, c'est fondamental. C'est tout à fait une des choses que j'avais suggéré. Je crois que c'est fondamental. Il faut le réfléchir de manière plus complexe. Richard, tu veux? Oui, je pensais à une réponse un peu sur la dimension technique, du moins, ou méthodologique. Toi, tu emploies le terme de méthodologie. Il faudrait commencer tout simplement, ce que les archives de la critique d'art font à chaque conseil scientifique, de susciter des dons d'archives, quand il en existe, de critiques précisément des années 90 ou au-delà. Alors ça, c'est fait. Je sais pas, je n'étais pas au dernier conseil, mais j'imagine que c'est-à-dire qu'il faut que, pour la part de ce qui a été fait, par exemple, dans des colloques comme celui sur Pierre Restany ou le travail sur François Pluchart, il faut bien qu'il y ait des archives. Donc ça veut dire qu'il faut que les critiques d'art, pour ce qui est des archives de la critique, soient sensibilisés aujourd'hui au fait que donner des archives permet de travailler ensuite. Après, comment on travaille à partir de ces archives, les choses sont susceptibles évidemment d'évoluer, toute histoire évolue, mais les matériaux, effectivement, il faut qu'il y en ait. Il faut demander aux critiques actuelles, y compris les plus jeunes, au fond, de dire... Malgré la numérisation, c'est-à-dire qu'effectivement on passe beaucoup par le téléphone, c'est Jean-Marc qui a évoqué les archives téléphoniques, parce qu'il y avait quand même cette espèce d'ambiguïté. On est confronté quand même souvent au fait que beaucoup de choses se font par téléphone de manière qui échappe totalement aux archives, mais il y a quand même aujourd'hui encore des emails et ainsi de suite, c'est-à-dire et puis il y a les photographies et des textes et ainsi de suite, et ça il faut éviter que ça échappe pour pouvoir... Rien n'échappe à la NASA.
Juste, je rajoute quelque chose à ce que dit Richard, c'est effectivement le fait qu'on ait surtout travaillé sur cette période tient en effet au fait que les critiques dont on conserve les archives ont travaillé sur des artistes qui essentiellement concernent la période des années, disons, 60 à 80. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on commence effectivement, et ce programme de vue d'exposition nous a permis de commencer à lancer des choses par rapport à ça. Effectivement, l'arrivée d'un fonds comme le fonds de la galerie Jennifer Flay, mais on avait déjà quelques fonds de galeries qui ont eu une activité dans les années 90. Donc là, voilà, il y a une arrivée, et puis tous les fonds de centres d'art que je mentionnais, ça va permettre effectivement de commencer à pouvoir travailler aussi sur des choses plus récentes. Mais en effet, Richard l'a bien dit, le travail maintenant est aussi celui de faire entrer des archives de critiques qui ont travaillé sur des générations plus récentes. Donc ça, c'est des choses, effectivement, le travail à venir. Et puis une réflexion à mener aussi sur, effectivement, la nouvelle forme des archives qui pose, avec l'arrivée du numérique, des questions qui sont très complexes. Et donc ça, c'est un des grands enjeux, je crois, de la période qui s'annonce. Voilà. Et là, on voit par exemple très récemment un critique comme Jean-Marc Huitorel qui a fait un dépôt complémentaire à son fonds, qui sont des fichiers MP3. Voilà, donc on commence effectivement à accumuler de l'archive numérique, mais qui va poser aussi d'autres questions en termes de conservation, de politique. Mais là, on a la chance de pouvoir dialoguer avec l'INHA maintenant, donc il y a un gros travail aussi qui doit s'engager par rapport à toutes ces questions-là. J'aimerais embrayer un peu sur ce qu'Elvan vient de dire, et je me demandais simplement si, en deçà du régime d'historicité, il n'y a pas un enjeu sur les instruments de recherche, comme on les appelle en jargon bibliothéconomie. Et j'aimerais que vous reveniez un tout petit peu sur ce travail de cuisine et de laboratoire des contenus, des catalogages, des classements, des indexations qui font le cœur, qui sont l'enjeu de contenu de tout travail archivistique, et qui posent beaucoup de questionnements de frontières, d'objets, de documents, de supports, de médiums, de beaucoup d'aspects que j'aimerais vous entendre, que vous pourriez évoquer maintenant. Je vais commencer avec la première partie de la réponse, parce que la première chose qu'on a faite quand on a créé les archives, et Véronique s'en souvient, ça a été de considérer que dans les entrées principales, les critiques devaient être présents. Ce qui a fait, et comme on a été informatisé dès le départ, ce qui a fait qu'on a trouvé dans nos ressources tout de suite beaucoup de choses sur les critiques, alors qu'on n'en avait pas plus que dans beaucoup d'autres endroits, au départ au moins de la création des archives, mais ce n'était pas indexé, parce que c'était souvent des catalogues manuels, enfin dactylographiés, et où les critiques étaient considérés comme les deuxième ou troisième auteurs, enfin dans l'ordre, et que le documentaliste qui faisait la fiche commençait à fatiguer au bout de 2 ou 3 noms, quoi. Et ça se retrouve encore dans certains fichiers de certaines bibliothèques qui ont converti leurs anciens fichiers, mais qui n'ont pas refait les fiches. Bon. Donc la particularité, c'était qu'il fallait qu'il y ait une place dans l'outil documentaire pour les critiques. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais ça, c'était, disons, une chose fondamentale, parce que ça conditionnait l'accès à ce qui était notre objet principal. Oui, je peux dire 2 choses pour contribuer à cette réponse. La première, pour continuer à rendre hommage à Jean-Marc, qui rebondit sur ce que disait c'était Elisabeth Buxdorf, je crois, tout à l'heure, au début de cette journée. C'est que la première fois que j'ai travaillé aux archives de la critique d'art, c'était en 2000 ou 2001, et il y avait déjà des bases documentaires, mais qui étaient
sous des formats qui devaient passer, disons, le cap d'Internet, ainsi de suite, enfin de l'HTML, enfin ce genre de choses à cette époque-là. Et il y avait des bases qui, dès cette époque-là, témoignaient d'une espèce de réflexion qui était très en avance sur le temps. Il y a toujours une base, d'ailleurs je parlais tout à l'heure de la Biennale de Paris, qui me semble-t-il est toujours au format DOS, à l'époque qui est tout à fait convertible. C'est-à-dire il y avait des bases, Jean-Marc avait toujours cette idée, et ce qui est intéressant, c'est qu'en arrivant à l'INHA, Jean-Marc a voulu imposer quelque chose qui s'est développé ensuite, et j'ai rencontré récemment le nouveau responsable de l'ingénierie documentaire, et qui m'expliquait qu'aujourd'hui on est sur des nouveaux modèles de cloud sémantique. Enfin, alors pour le coup j'étais un peu perdu, mais qui était au fond, qui m'a fait le témoignage émerveillé de ce qui avait été conçu conceptuellement dans les années où on travaillait là au milieu des années 2000, s'est heurté à des outils qui étaient insuffisants, mais qui aujourd'hui sont des outils possibles. C'est-à-dire toutes ces réflexions sur comment on met en œuvre au fond ces indexations, ces catalogages, et comment surtout on les met en commun, et ainsi de suite, sont des choses qui sont au cœur de la réflexion de Jean-Marc depuis l'origine des archives de la critique d'art, mais toujours avec un petit peu d'avance, ce qui fait que les outils ne sont jamais adaptés en fait à cette conceptualisation. La deuxième chose, c'est tout le travail qui a été fait pendant les années 2000, je dirais, alors je ne sais plus trop où ça en est maintenant, mais où toutes les institutions archivistiques ont dû se mettre à des normes, en particulier la norme ISAGE, qui est un nom un peu barbare pour parler d'une norme archivistique, qui était une norme au fond favorisant l'échange. Je ne sais pas trop où ça en est maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un travail assez important pendant les années 2000, c'est-à-dire de croiser la spécificité des archives de la critique d'art, c'est-à-dire une indexation par nom de critique, avec la norme ISAGE qui, a priori, n'était pas faite précisément pour ce type d'archives. Et donc, ça a donné lieu à des outils qui, fort heureusement, bénéficient maintenant des avancées technologiques et qui vont vraisemblablement se renouveler. J'ai bon espoir, par exemple, que ce catalogue de la Biennale de Paris, dans lequel il y a des milliers et des milliers d'artistes, puisque c'est considérable, puisse précisément bénéficier de ce type de traduction dans les outils actuels après 20 ans d'existence sous un... Voilà. Donc il y a effectivement, enfin, je ne suis pas rentrée trop dans le détail des méthodes documentaires parce que je trouvais ça, je pensais que ça devait être extrêmement ennuyeux pour le public, mais il y a effectivement plusieurs bases de données qui existent aux archives de la critique d'art qui ont été effectivement créées très, très tôt. Donc je vous invite à tout simplement aller sur le site des archives pour découvrir un petit peu tous ces éléments-là. Après, donc le principe de traitement, hein, quand on traite un fonds, on essaye de le faire assez vite dès l'arrivée d'un nouveau fonds, et puis après il y a des travaux qui sont faits de façon, disons, plus systématique sur la longue durée, sur un fonds comme le fonds Pierre Restany par exemple. Mais il y a toute une méthodologie effectivement d'inventaire, de catalogage et de numérisation des documents, d'entrée dans des bases de données, avec toujours effectivement l'utilisation de cette norme ISAGE. Et là justement, on a un nouveau programme de recherche qui vient d'être mis en place autour des archives des congrès de l'AICA. Et donc on a commencé à faire une expertise de notre base de données telle qu'elle existe aujourd'hui pour voir dans quelle mesure elle pouvait être encore efficace. Et donc là on va devoir faire quelques aménagements de la base de données telle qu'elle existe, mais en tout cas elle peut évoluer. Et ensuite, du fait de notre intégration aussi à l'INHA, on a une discussion qui commence à se mettre en place avec l'INHA pour voir dans quelle mesure notre catalogue pourra être reversé en fait dans le catalogue CALAM. Enfin bon, donc il y a tout un travail vraiment de fond qui va devoir être mené aussi sur les différentes bases et une adaptation de notre base existante, mais en tout cas qui pour l'instant nous permet de continuer à travailler
une reconversion sera possible à un moment donné. Alors, oui, il n'y a pas simplement des catalogues des archives au sens strict du terme, parce qu'il y a des choses qui se complètent. C'est-à-dire que, par exemple, la revue, on attend que revue.org fasse son travail parce qu'on a payé pour ça, normalement. Normalement, ça repart. Tous les anciens numéros de Critique d'art doivent passer en ligne, et avec ces anciens numéros, l'index des publications et là, c'est tous les auteurs, tous les artistes, etc. Et c'est d'une grande richesse d'accès, et ça donne ensuite des clés pour aller dans les dossiers et poursuivre la recherche. Oui, parce que je voulais dire, au-delà de la question qui effectivement est technique et des inventaires, ce qui est passionnant, c'est que ce qui est en jeu ici, c'est l'accès à l'information. L'accès à l'information, c'est les conditions d'écrire l'histoire. Et ça, c'est un enjeu qui est absolument capital. Dans la mesure où on a pu montrer dans ces 20 dernières années la dimension très largement construite, l'histoire l'est toujours, mais disons certaines constructions ou un certain imaginaire historique ou certaines représentations historiques attachées par exemple au mainstream américain ou à un certain nombre de choses qui sont devenues aujourd'hui des lieux communs, mais que la déconstruction de ces poncifs ou de ces lieux communs ou ces récits quasi mythiques passe par l'élaboration d'une histoire qui ne peut pas faire l'économie précisément de ce type d'information à laquelle nous donnent accès ces instruments de recherche. On l'a vu avec Restani, on l'a vu avec plein d'autres choses, c'est-à-dire qu'une nouvelle histoire finalement se fait jour, quoi. Une nouvelle construction sans doute, mais en tout cas quelque chose qui nous a été permis par ces instruments, les archives elles-mêmes, mais les instruments qui sont la médiation finalement entre nous et les archives. Oui, alors je prends le relais, je remplace momentanément Larissa qui s'excuse d'avoir dû s'absenter. Moi je voulais peut-être pour clore cette matinée, tout d'abord vous remercier et puis ouvrir vers cet après-midi et vous dire aussi combien vos interventions à vous quatre ont suscité chez moi beaucoup d'émotions parce que en fait je réalise à quel point le travail que vous avez engagé, je n'ai pas cessé de penser à ce que moi je connais de ces questions au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique. Je le dis en toute sincérité, j'ai tendance tout le temps à penser un contre-champ. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce qu'a énoncé Jean-Marc dans le contexte, mais tout de suite vous avez énoncé une chose qui était sensibilité générationnelle. Et c'est un terme qui, en ce moment, par exemple, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, revient sans cesse. Et revenir un peu sur ce qu'avait dit Jacques, par exemple, sur la question d'une archive mémorielle. Et je me disais, évidemment, que, pour faire le lien aussi à ce que tu disais, Nathalie, c'est-à-dire que la performance aujourd'hui qui s'exerce en Afrique du Nord, en Afrique et au Moyen-Orient est de type perçue, entendue et vue comme subversive. Ça ne veut pas dire qu'elle ne relèverait pas d'une catégorie artistique, mais là, tout l'agencement que tu as énoncé, avec l'acte auctorial qui fait que le critique peut le nommer ainsi, ou la volonté de l'artiste, n'est pas là, mais pour des raisons qu'il faut suspendre. Elles sont peut-être d'ordre politique, mais on se rend bien compte aussi que tout ce qui a précédé, que vous avez énoncé là, agit et est actif. Voilà, c'est en ce sens où je vous en remercie parce que c'est une mémoire qui est vivante, en ce sens où, comme tu le dis, bon, bien sûr, ça permet d'écrire l'histoire, certainement, mais il faut avoir vu les performances à Marrakech, à Casablanca, à Alger, au Caire, ces 10 dernières années, pour comprendre à quel point elles s'inscrivent dans une filiation qui participait d'une sensibilité générationnelle commune, en lien avec la même qui s'est exercée dans le courant des années 70 en Europe. Ça, il ne faut pas les opposer ou les oublier, il ne faut pas que ça soit un angle mort, il faut regarder comment ça agit. Et en ce sens, vraiment, je
Je ne dis pas que c'est enterré, mais je vous remercie beaucoup du travail déjà effectué. Voilà. Je voulais aussi rappeler qu'on reprend à 15h cet après-midi, avec une première intervention d'Elvan Zabounian, de Christina Frère, qui est là et qui est arrivée de Sao Paulo, Véronique Goudinot, et aussi Janine Bégot, qui est là. Merci Janine. Et on va conclure ensuite, oui, avec Wesley Meurice, un artiste qui est présent ici et qui, bien évidemment, rappellera ce que disait Jean-Marc à l'ouverture. C'est aussi par les artistes que s'exerce cette pratique de l'archive. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'invite les intervenants à nous suivre.